La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Que l'on songe à Achille Mbembe, Alain Mabankou, Ousmane Kane, Souleymane Bachir Diagne, Godefroy Bidema, pour ne citer que quelques noms, le recrutement par les universités américaines des plus grands chercheurs et intellectuels africains francophones a vraiment de quoi faire pâlir nos institutions de recherche françaises. À cette liste très incomplète, il faut bien sûr ajouter le nom de l'historien Mamadou Diouf, aujourd'hui directeur de l'Institut d'études africaines de Columbia University, où il est professeur. Après l'avoir été dans son pays natal, le Sénégal, et avoir soutenu sa thèse en France, il est aujourd'hui l'invité de La Suite dans les idées. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans ce studio de Radio France pour la suite dans les idées. Vous êtes de passage en France parce que vous étiez l'invité d'un festival de sciences sociales important et toujours passionnant à Lyon, Mode d'emploi. Donc je profite de votre visite ici pour vous avoir avec nous, pour parler, c'était l'idée des études africaines, du lien avec les sciences sociales. Vous êtes l'un des acteurs importants de ces études africaines aujourd'hui, de façon très concrète, dans l'un des lieux qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'on sait qu'à Columbia fut professeur Edward Said, auquel ces études doivent un certain nombre de choses. On y reviendra. Mais je voudrais évidemment commencer avec vous par cette actualité très sombre, terrible, dans laquelle nous vivons ici à Paris depuis maintenant plus d'une semaine, mais qui aussi est celle globalisée du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de l'Afrique, avec les événements à Bamako qui se poursuivent, s'intensifient parfois. Donc je voulais avoir votre sentiment sur cette situation dans laquelle nous nous trouvons et qui est une situation, j'insiste là-dessus, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, qui a un caractère global au fond. Vous qui vivez désormais à New York, mais mettez toujours en relation ces trois points que sont l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis et la France. Vous avez passé beaucoup de temps. Comment vous voyez les choses? En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que notre monde est devenu un monde où l'ensemble des événements ont des échos. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Paris, qui est d'une barbarie innommable, s'est passé dans un monde de jeunes, un monde cosmopolite. On voit que les victimes viennent de partout. Oui, c'est pas le folklore parisien dont on a pu parler ici ou là. C'est la même population qu'on aurait pu trouver à Londres, à Rio, absolument, dans les grandes villes du monde entier, au fond. Ce qui démontre qu'aujourd'hui, ce défi, Paris a été attaqué parce que Paris est un symbole. Et c'est le symbole de ce moment, justement, qui est ce moment de la globalisation, qui est ce moment du métissage, qui est ce moment du cosmopolitanisme, et qui est, en fait, si vous voulez, contredit par ces recroquevillements religieux, ces intégrismes nationalistes et politiques. Et c'est ce défi que nous devons relever. Et c'est ce défi qui se lance contre notre humanité. Et c'est cette humanité que nous devons non seulement redécouvrir, mais cette humanité, nous devons la reconstruire. Et la reconstruire de manière plurielle, pour laisser des respirations à l'ensemble des cultures du monde, pour revenir à une conversation que Senghor, il y a très longtemps, en fait, a célébré. Cette célébration qui est le dialogue des cultures, le dialogue des religions. Et ce dialogue des cultures et des religions, seul pourrait permettre effectivement de reconstruire notre humanité. Et ce défi est un défi que nous devons relever. Universalisme et pluralisme, au fond, la question c'est d'articuler les deux. Je crois que le fait de travailler depuis maintenant aux États-Unis vous a fait prendre conscience de l'importance du pluralisme. Là-bas, il y a une tradition philosophique de pensée très très forte du pluralisme, des différences, sans doute davantage que dans notre modèle républicain français traditionnel qui préfère souvent voir les choses telles qu'elles devraient être plutôt que les choses telles qu'elles sont. Absolument, et c'est le modèle que nous devrons exploser. Il est vrai que j'ai traversé des frontières géographiques, mais ces frontières géographiques sont
aussi associées à des frontières qui sont des frontières mentales. Et aujourd'hui, ce sont ces traditions qu'il faut faire exploser. Et c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler des blocages, des fissures dans la manière dont le modèle républicain français, l'universalisme qui est l'universalisme à la française, résiste à la pluralité des universalismes. Il y a des universalismes pluriels. Il y a des modernités différentes qui sont des modernités. Et c'est précisément l'hybridation qui est aujourd'hui le mécanisme par lequel le vivre ensemble peut se réinventer. Mais face à la crise, face aux défis, on assiste au contraire à l'érection de nouvelles frontières. Il est extraordinaire qu'aujourd'hui, même si on peut le comprendre, la résistance à ce qui s'est passé en France, c'est le retour aux frontières. La résistance, c'est non pas dire que la mobilité est essentielle à la reconstruction de notre monde. Mais cette mobilité est irréversible. Les gens vont bouger, les Africains vont bouger. L'ailleurs est devenu là où, en fait, il y a possibilité de se réinventer. C'est ce que je dis. L'Afrique s'invente partout dans le monde, pas seulement en Afrique. La France, c'est la même chose. Et aujourd'hui, accepter les différences culturelles, accepter le pluriel, c'est se donner les moyens de voir l'autre et de lui dire « nous sommes différents, mais nous pouvons vivre ensemble. Nous sommes différents, mais nous pouvons mettre des choses ensemble. » C'est pour ça, paradoxalement, pour quelqu'un qui a été contre Senghor politiquement, aujourd'hui, je redécouvre philosophiquement Senghor, en sortant, disons, du rapport politique que j'avais, mais ce dont il parlait, la civilisation de l'universel, qui est la mise ensemble de toutes les civilisations, de toutes les cultures. L'idée qui était fondamentale chez lui, que le devenir du monde, c'est le métissage. L'idée qui est une idée césarienne, de Césaire, qui disait que, justement, cette civilisation de l'universel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc un modèle, il y a des modèles. Et ces modèles ne peuvent pas être des modèles figés, mais c'est des modèles qui sont constamment reconstruits, qui sont constamment reconfigurés. Et c'est ça seulement, qui fera de notre humanité une humanité dont le devenir repose sur l'échange. Et vous pensez que, en France, à cause d'une certaine tradition, à la fois historique, philosophique et politique, nous avons un problème particulier avec cette nouvel universalisme, ces universalismes, disiez-vous. En tous les cas, cette idée de partager cet objectif de mise en commun le plus large possible de toutes les cultures, parce qu'au fond, nous aurions un problème avec le fait de perdre le monopole de l'universalisme. Absolument. Et c'est ce modèle de cet universalisme qui pose des problèmes. Me retrouver aux États-Unis m'a permis de comprendre effectivement, parce que c'est déjà un monde ouvert. L'université américaine est très différente de l'université française. Il y a des départements comme l'un des départements où je suis, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique, mais 80% des enseignants de ce département ne sont pas américains. Les Américains sont. Mais le modèle américain aussi est un modèle, comme disait un historien américain, un des grands historiens américains, Michael Kamen. C'est un modèle qui repose sur le paradoxe instable. C'est un modèle qui tend à l'équilibre, mais un équilibre conçu toujours comme un équilibre provisoire. Dynamique. Dynamique. Donc, et qui se renouvelle en s'épuisant, si vous voulez, et qui s'épuise par la rencontre et qui porte sur le pluralisme. Et ce pluralisme est la base du système politique américain. En France, le rejet du communautarisme est en contradiction flagrante avec l'impossibilité de peser sur le système politique, sur le système culturel, sur le système éducatif, si on n'est pas une communauté. Donc la communauté est l'unité par excellence de ce système. Et c'est ça, et cette communauté, elle peut être ethnique
les Italo-Américains, elle peut être raciale. Les Afro-Américains, qui sont la seule race américaine, ils ne sont pas considérés comme une ethnie, mais aussi les homosexuels. C'est la même chose. C'est l'idée qu'on est une communauté, qu'on doit être représenté. Et dans toutes les institutions, l'idée que la diversité est porteuse de progrès, que c'est la meilleure chose, c'est cette idée qui fonde le plural. Donc ça veut dire que il y a des modèles différents. J'ai parlé mais le modèle anglais, c'est la même chose. La Grande-Bretagne s'appelle le Royaume-Uni. C'est la reconnaissance d'unités différentes qui s'assemblent. Donc, le modèle d'une république une et indivisible, elle est française. La République américaine n'est pas une et est divisible. C'est comme le rapport du religieux au politique. Aujourd'hui, les spécialistes de ces relations utilisent le mot laïcité en français dans leur texte en anglais parce que la laïcité française, elle est presque exclusive. Elle a été copiée par Atatürk, le passage de l'Empire ottoman à la République turque. Mais à l'opposé, ils disent aujourd'hui le sécularisme pour tout ce qui n'est pas français est turc, pour montrer effectivement que le modèle français se réduit. Donc il y a aussi plusieurs laïcités. Il y a aussi plusieurs modernités. Et ce qui montre, vous avez parlé de Saïd à Columbia, l'autre personne qui a joué un rôle essentiel, c'est Gayatri Spivak, qui est toujours à Columbia, mais on a aussi un collègue qui est l'un des derniers grands spécialistes du sanskrit, Sheldon Pollock, qui a passé sa vie à précisément comparer ce qu'il appelle le monde, le passage, la transition du pré-moderne au moderne en Europe et en Inde, et montre que, en fait, les origines de la modernité dans ces deux sociétés presque sont simultanées. La querelle des anciens et des modernes en France arrive exactement au même moment en Inde. Et il dit, en Europe, en France en particulier, les modernes gagnent le combat. En Inde, ce sont les anciens. Et vous voyez, comparer ces deux perspectives donne une vue sur des modernités différentes. Et lui, il dit la modernité occidentale est une modernité autoritaire qui soumet tout à sa logique, la logique de la raison unitaire. Il dit la modernité indienne est une modernité qui est une modernité finie et qui est une modernité qui accommode. Donc, dans un cas, c'est la transaction. C'est une modernité qui transige avec le pluriel. Dans la modernité de la raison unitaire, cette modernité ne peut pas transiger. Donc, elle a un rapport qui est toujours, non pas un rapport d'accommodement, mais un rapport qui est un rapport de destruction. Donc, cela aussi peut nous permettre effectivement d'envisager, comme disent aussi certains de mes collègues indiens, une réflexion qui nous permettrait, en regardant les différentes manifestations de la modernité, de penser, par exemple, une histoire générale de la modernité où l'Europe ne serait qu'un cas, qu'une trajectoire, mais permettrait effectivement de pouvoir en venir à ce que j'appelle la construction continue de notre humanité, qui est une construction qui repose sur l'échange. Mamadou Diouf, on a entendu ce que vous dites des différences entre la société française et la société américaine, de ces modèles et de ces réalités concrètes. Est-ce que vous voyez un lien entre le fait que nombre de ces intellectuels africains francophones que je citais en commençant cette émission, dont vous faites partie, ont choisi d'aller travailler dans ce contexte américain? Peut-être parce que ils s'y sentent plus à l'aise pour travailler, pour réfléchir. Peut-être qu'en France, les choses sont plus compliquées, que la société est moins ouverte aussi à l'égard de ce type de profil. Et cela a ou aurait, je ne sais pas ce que vous en pensez, des conséquences assez importantes pour la société française aujourd'hui et son rapport au passé en particulier. Vous avez utilisé un mot qui est un mot très important et qui est un mot qu'un de mes collègues que vous avez cité, Souleymane Bachir Diagne, utilise, la notion de société ouverte, qu'il emprunte à la fois à Bergson
et au philosophe pakistanais Iqbal, Mohammed Iqbal. Et ce qu'il veut dire, c'est justement cette société qui est capable de s'adapter, cette société qui est capable effectivement de s'ouvrir et de créer des territoires pour des communautés qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense dans la perspective française, des sociétés, si vous voulez, des territoires fermés, mais qui sont au contraire des territoires passerelles, qui permettent à des gens effectivement de constamment construire une unité, je le dis encore, sur la base de la reconnaissance de la différence, sur la base que vous mangez du porc, que j'en mange pas, que vous buvez du vin, que j'en bois pas, que vous portez pas une robe, que j'en porte. Mais aussi sur la base que je peux passer de l'un à l'autre. Parce que l'identité, dans ces cas-là, devient une identité plurielle. Je ne suis pas seulement sénégalais aux États-Unis, je suis noir. Et quelquefois même, certains de mes collègues disent que je suis un black French. Leur compréhension de qui je suis ne peut pas s'arrêter à mon origine africaine, ne peut pas s'arrêter à mon éducation française. Ce que l'Amérique offre, c'est effectivement, pour des gens privilégiés comme nous, il faut le dire, c'est un espace où on peut être soi et négocier avec les autres. Et les autres, ce ne sont pas des autres qui portent une identité qui serait une identité citoyenne. Ils sont américains, mais beaucoup de mes collègues ne le sont pas. Ils sont anglais, ils sont français, ils sont sénégalais, ils sont ougandais, etc., etc. Et c'est cette plasticité de la société, c'est cette capacité d'entrer et de sortir, de bouger dedans, de faire des alliances. C'est cette capacité de penser sans qu'on vous dise, comme le président Sarkozy l'a dit une fois, la France, on l'aime ou on la quitte. C'est l'idée que être américain, c'est toujours différent. On est américain différemment. Et quand on a des enfants aux États-Unis comme moi, on sait, mes enfants sont différents. Leur identité, la manière dont ils s'inscrivent dans cet espace, qui est un espace multicolore, est différent. Parce que ça repose sur une autre chose qui est importante. Ce que je suis, c'est le choix que je fais. Personne d'autre ne fait ce choix pour moi. Je peux être tout noir et me considérer comme identité, une identité indienne. Et pour vous donner un exemple, jusqu'en 91, tout le monde considérait que la minorité la plus importante aux États-Unis, ce sont les Noirs. Aujourd'hui, tout le monde dit les Latinos constituent la plus grosse minorité. Mais c'est très simple et c'est vrai. C'est parce que beaucoup de Latinos noirs sont devenus Latinos. Ils ne sont plus classés parmi les Noirs. Aujourd'hui, la seconde génération d'Africains qui est née aux États-Unis, qui n'a pas rejoint ou qui ne rejoint pas la communauté africaine-américaine, a décidé d'être américaine-africaine. Ils ont inverti les deux notions. Et c'est ça, la France ne l'offre pas. Là, je veux dire, la notion identitaire, la qualification identitaire est tellement forte dans la distribution des rôles que il est très très difficile, et c'est vrai, je dis pas pour un Français, pour un Africain d'origine africaine, de se retrouver dans une société qui se pense à partir d'une définition des origines. Moi, j'ai été recruté dans une université américaine, c'est très simple. J'habitais au Sénégal, j'habitais nulle part ailleurs. Ils m'ont invité à venir enseigner pendant 2 ans. Au bout d'une année, ils m'ont proposé un travail. J'ai accepté, ils ont fait tout le travail pour me trouver. J'ai jamais fait une demande de visa, ils ont fait tout pour moi et pour ma famille. Et je suis parti. Donc, il y a ces différences. La logique de fonctionnaire qui gouverne le système éducatif supérieur français n'offre pas cette extraordinaire plasticité qu'on retrouve dans la logique américaine. Et pas seulement pour les Africains, c'est pour tout le monde. Aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants, disons, qui font des thèses. Mamadou Diouf, on a parlé
des États-Unis, on a parlé de la France. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de l'Afrique. Parce que ce modèle français, dont vous avez donné les grandes lignes et qui pose les problèmes que l'on sait aujourd'hui, il a été un peu différent s'agissant de la situation coloniale. Cette même République française, une et indivisible, elle a organisé les choses très différemment sur les territoires qui formaient à l'époque cet empire français. Et cela a laissé des traces extraordinairement pesantes, extraordinairement importantes aujourd'hui, qui contribuent pour une bonne part à définir la situation telle qu'elle existe et dont l'héritage est compliqué et qui doivent être prises en compte pour comprendre la réalité politique de l'Afrique aujourd'hui, qui est votre objet principal de recherche, la politique au quotidien, la politique dans ces sociétés d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal en particulier. Absolument, vous avez absolument raison, que en fait, si vous voulez, l'identité politique et l'identité sociale des sociétés qui se sont profondément transformées au niveau de leur population, on ne se rend pas compte que la majorité des Africains aujourd'hui sont nés après l'indépendance, qui sont cet héritage colonial leur pèse. Ils vivent dans un environnement institutionnel, souvent dans un environnement culturel urbain qui est profondément défini et par la colonisation et par la globalisation. Et c'est cela qui fait des jeunes Africains des cosmopolites, et peut-être des jeunes plus cosmopolites en comparaison de tous les jeunes du monde. Il y a, disons, une chanson d'un groupe de rap, l'un des grands groupes de rap, l'un des premiers grands groupes de rap sénégalais qui s'appelle Positive Black Soul, qui s'appelle Paris-New York. Je pense que c'est Paris-Londres-New York. Et ils disent que Paris et New York sont des banlieues de Dakar. Et c'est pour ça que ces jeunes bougent. C'est pour ça que l'attraction de l'ailleurs est importante. Il y a aussi le fait, et vous avez raison, c'est très instructif de regarder les agissements de la France dans son empire et de comparer avec le fonctionnement en métropole. Par exemple, la grande idée que d'une laïcité absolue et intransigeante, c'est pas vrai dans les colonies, en particulier au Sénégal, où l'administration coloniale a, en fait, si vous voulez, soutenu les musulmans contre les chrétiens, contre l'Église. Et l'un des objets de recherche qui m'intéresse le plus, c'est cela, de montrer que l'État colonial sénégalais est un État islamo-wolof. Que sa matrice, c'est une matrice qui est dominée par les chefs religieux wolofs après la Première Guerre mondiale et la collaboration entre l'administration coloniale et ce système, vous avez raison, n'est pas aussi un système unitaire parce que c'est un système fracturé où ce sont des territoires qui sont reconnus sur la base des logiques indigènes qui permettent de les gouverner. Mais c'est aussi un espace qui n'a jamais été gouverné. Quand je dis gouverner, c'est être représenté. Ce sont des espaces administrés. Et en fait, les autoritarismes africains et la nature de la gouvernance africaine vient directement de cet héritage. L'idée que d'un autoritarisme qui est un autoritarisme presque absolu, l'idée d'une représentation qui ne donne pas voix aux jeunes et aux femmes. Et ce sont l'ensemble de ces crises qui continuent. L'idée que, en fait, le rapport à l'ancienne métropole est plus important et le soutien de l'ancienne métropole vis-à-vis de, disons, en comparaison des populations et d'une citoyenneté responsable. Mais on le voit aussi, on l'a vu au Mali, dans la transition démocratique. Cela continue au Sénégal, au Burkina. Il y a une jeunesse qui a accumulé ces 20-30 dernières années une culture politique de résistance contre l'autoritarisme, une culture politique de combat. Et ces cultures sont en train de changer l'Afrique, sont en train de
la faire rentrer de manière très rapide dans ce que j'appelle le temps du monde, qui est le temps de la contestation, qui est le temps de la recréation de nouveaux mécanismes. Et cela, à mon avis, est porté surtout par des jeunes qui sont dans la musique, par des jeunes qui sont dans la peinture, par des jeunes qui reprennent, si vous voulez, le contrôle de leur espace de quartier. Mais il y a aussi, et ce qui se passe probablement à Bamako est lié à cela, par des jeunes aussi qui entrent dans des trafics meurtriers, par des jeunes qui entrent dans les églises pour devenir des pentecôtistes, se lancer dans la violence, ou pour devenir des djihadistes. Donc, l'Afrique va aujourd'hui dans toutes les directions. Et c'est allé dans toutes les directions, malheureusement, n'est pas accompagné par, disons, ce qu'on appelle la communauté internationale, dans certains cas. Parce que les solutions deviennent constamment des solutions militaires ou des solutions de rigidité, disons, institutionnelle et de contrôle institutionnel. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable, et je pense que ce que les chercheurs de sciences sociales, mais surtout ce que les romanciers, et en particulier les romanciers africains montrent, c'est que, en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'éducation. C'est d'une conversation informée. C'est d'une conversation qui ne met pas constamment l'accent dans l'utilitaire, mais d'une conversation qui rend, disons, à l'art, qui rend à la culture, en fait, une place importante. Et ce que les Américains appellent humanities, les humanités sont devenues importantes. Mais malheureusement, dans le contexte actuel de la globalisation, l'idée de développement économique, l'idée de recherche financière est en train d'écarter, disons, ces humanités qui sont si importantes pour les sociétés humaines d'aujourd'hui. Merci beaucoup Mamadou Diouf, je suis très heureux de vous avoir reçu à la suite dans les idées. Votre voix résonne particulièrement dans cette période difficile que nous traversons depuis quelques jours ici à Paris, mais qui a un caractère global dont nous avons parlé largement ensemble. Merci à vous. On trouve les références de vos publications sur la page de l'émission La Suite dans les idées sur le site de France Culture, page où vous pouvez également écouter l'émission et la podcaster. Merci. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Olivier Dupré, à la réalisation Jean-Christophe Francis.